Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule, que vous soyez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube ou en podcast, puisqu'on est absolument partout. Et oui. Alors aujourd'hui, sujet important, parce que entre les inscriptions aux monuments historiques, les classements aux monuments historiques et les inscriptions au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, je sais pas vous, mais moi je m'y retrouve pas forcément. C'est pas évident de comprendre un peu toutes les différences qu'il y a entre tout ça. Donc, alors, d'où ça vient, ces inscriptions au patrimoine mondial? En quoi ça consiste? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec le cas de l'inscription des beffrois du nord de la France en 2005, ce qui va vraiment faire plaisir à tous les camarades du Nord qui bossent chez Nota Bene et qui ont fait du lobbying pour cette émission. Pour ça, donc, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Cédric Ludwikowski, qui est spécialiste de ces beffrois et de leur histoire. Il a été le coordinateur gestionnaire de cette inscription au patrimoine mondial. Il est depuis chargé de mission au sein de l'association Beffroi du patrimoine mondial. Il a écrit plusieurs ouvrages et articles sur le sujet, comme La route des beffrois en 2007 et Les beffrois du nord de la France en 2015. Alors mon cher Cédric, il y a une question que je pose à tous ceux qui viennent dans cette émission. Comment est-ce que t'en es arrivé, toi, à bosser sur ton sujet, les beffrois ? Eh bien, écoute, les hasards de la vie, on va dire ça comme ça. Moi, je suis un géographe de formation, et puis j'ai terminé mon cursus universitaire il y a quelques années maintenant, par un DESS d'aménagement touristique. Et puis, il y avait la tradition de se voir remettre le diplôme par une personnalité politique qui était, impliquée dans le patrimoine et le tourisme. Et c'est là que j'ai rencontré François-Xavier Mullard, qui est un élu d'Arras, qui avait ce projet, effectivement, d'inscrire les beffrois du nord de la France sur la liste du patrimoine mondial. Donc, on a fait connaissance à cette occasion de remise de diplôme. Et puis, quelques mois après, il m'a appelé en me demandant si j'étais partant pour travailler sur le sujet. Le hasard, donc. Et on reçoit des géographes dans cette émission, hein. On pourra pas dire qu'on n'est pas ouvert d'esprit, attention, hein. La géographie est sous-cotée. Mais complètement, je le dis souvent, et je dis ça sur le ton de la blague, mais c'est pas pour rien qu'on enseigne histoire-géographie, en fait, c'est hyper complémentaire. Exactement, je plus sois. Alors, on va commencer un peu avec l'UNESCO et le programme patrimoine mondial. Alors, déjà, c'est quoi j'aime bien définir de quoi on parle. L'UNESCO, tout le monde connaît, et en même temps, je pense que beaucoup de gens, finalement, pensent connaître et ne savent pas. Alors, c'est quoi l'UNESCO ? Alors, l'UNESCO, c'est une organisation supranationale, hein, c'est l'organisation des Nations Unies pour la science et la culture. C'est une organisation qui est née dans une période un peu sensible de l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est née en 1945. On peut faire un peu le pendant, si tu veux, avec la création de la Société des Nations lors de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que lorsque c'est vraiment le bazar, tout le monde se dit, bon, allez, plus jamais ça, qu'est-ce qu'on peut faire dans les années à venir pour éviter de se retrouver dans des situations pareilles. Et l'idée est donc de créer une institution qui va permettre de développer des partenariats, des échanges culturels autour de la science et de la culture, façon à éviter les frictions entre les peuples. Donc voilà, c'est l'objet même de la naissance de cette institution en 1945. Et elle a son siège à Paris d'ailleurs, juste derrière la Tour Eiffel. D'accord. Donc les objectifs de l'UNESCO, ça va vraiment être de protéger le patrimoine mondial, quoi. Non. L'objectif de l'UNESCO, c'est de promouvoir la paix. L'idée même de l'UNESCO, c'est de dire que comme les motifs de friction et les guerres naissent dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'on doit mettre en place les valeurs de paix et promouvoir la paix. Et tout cela se fait via une coopération internationale sur de la science ou sur de la culture, par exemple. Donc l'UNESCO n'est jamais qu'une institution qui met en œuvre tout un tas de programmes, dont le programme Patrimoine mondial, mais bien d'autres. Et il est vrai qu'il y a souvent un amalgame qui est créé entre l'UNESCO et le patrimoine mondial. On a tendance à réduire l'UNESCO à son seul patrimoine, à son seul programme Patrimoine mondial, ce qui n'est pas du tout le cas. Je pourrais te citer tout plein d'autres de programmes mis en œuvre par l'UNESCO sur d'autres sujets. Bah oui, tu vois, je viens moi aussi d'essentialiser l'UNESCO, donc tu fais bien de le préciser. Mais alors, parle-nous vite fait de ces autres missions, justement. Alors, je pourrais te citer par exemple le programme Mémoire du Monde. Le programme Mémoire du Monde qui vise
en fait, à identifier et à protéger des documents et des manuscrits qui sont importants pour l'histoire entière de l'humanité. On va retrouver, par exemple, au sein de ce programme Mémoire du Monde, la Mappa Mundi qui se trouve à Albi, ou la tapisserie de Bayeux, dont on entend parler récemment avec le prêt au Royaume-Uni. Je pourrais effectivement te parler d'un autre programme qui est celui intitulé Manen Biosphère, qui lui vise à identifier des territoires sur lesquels il y a une très forte interaction entre la nature et les activités humaines. Je pourrais te donner comme exemple le Marais Audomarois du côté de Saint-Omer pour mes amis nordistes, ou encore la réserve de biosphère de Dordogne. Donc tu vois, c'est un autre programme à visée, on va dire, plutôt naturelle et qui met en avant, voilà, cette interaction indispensable entre un territoire et les habitants qui y vivent et qui y développent des activités économiques. Je pourrais également te parler, par exemple, du programme Patrimoine culturel immatériel, où là, on est plutôt dans une centralisation de danse, de dialecte, de tradition vivante, tout ce qui fait l'histoire de l'humanité, mais de façon immatérielle. Alors, pour te donner un exemple concret, je pourrais te citer la pratique du carillon traditionnel dans la Belgique, que l'on connaît très bien. Coucou à tous mes voisins belges. Je pourrais également te parler de la pêche à la crevette à cheval sur les rives de la mer du Nord. Je pourrais parler de la baguette, la culture de la baguette de pain, le repas gastronomique des Français, quoi d'autre? Peut-être les couvreurs zingueurs de Paris, voilà. Tout cela, ce sont des compétences, des traditions, des danses, des langages qui font sens pour l'humanité tout entière et que l'UNESCO essaye de défendre et de promouvoir à travers le programme Patrimoine culturel immatériel. Bah écoute, tu viens de m'apprendre qu'il y avait de la pêche à la crevette à cheval, je ne savais pas. Ah oui, mais moi je t'encourage à aller voir ce registre des pratiques de sauvegarde, parce qu'on y trouve effectivement des traditions qui peuvent nous paraître quelque part un petit peu anecdotiques, mais qui ont un véritable sens pour l'humanité. Et alors, donc, il y a ce fameux programme aussi pour préserver le patrimoine, le programme Patrimoine mondial. Ça consiste à quoi? Oui, le programme Patrimoine mondial, en fait, il est né il faut remonter à l'année 1959 et puis se projeter en Égypte. Alors, juste pour faire un petit peu d'histoire, mais pour comprendre un peu le contexte, à l'époque, le général Gamal Abdel Nasser a repris l'Égypte. En tout cas, il a chassé les Britanniques d'Égypte. Et il a une volonté de développement très forte de son pays. Et il a notamment le projet de construire un grand barrage, le barrage d'Assouan. Il a besoin de ce barrage à la fois pour irriguer des terres agricoles, mais également pour créer de l'électricité qui est un facteur de développement économique important. Le problème, c'est qu'effectivement, le barrage, il est envisagé de le construire dans la vallée de la Nubie, qui recense un certain nombre de joyaux architecturaux de l'Égypte, et notamment les temples de Philae. Autour j'allais dire, de ce projet de construction de barrage, il y a une situation un petit peu tendue qui se met en place. C'est-à-dire que Gamal Abdel Nasser explique qu'il a besoin effectivement de noyer ces temples par la construction du barrage, parce que le barrage est une nécessité réellement économique pour le développement de son pays. Donc c'est un mal nécessaire, en tout cas c'est ce qu'il explique à l'époque. Mais la destruction de ces temples crée un émoi international extrêmement important. Et la communauté internationale tout entière se dit non, mais c'est pas possible, on peut pas laisser noyer comme ça des joyaux architecturaux, il faut quand même essayer de faire quelque chose. Et c'est la première fois, si tu veux, où la communauté internationale a pris conscience de la valeur d'un patrimoine architectural dont la valeur, j'allais dire, dépasse un petit peu les simples intérêts égyptiens de l'époque. Et derrière cet émoi international, il y a une véritable campagne de préservation qui se met en place. On récupère des fonds à droite à gauche, des dizaines de millions de dollars, ce qui pour l'époque est déjà très très important, avec pour but de découper ces fameux temples et puis de les reconstruire un petit peu plus haut sur un territoire un petit peu protégé. C'est une façon à la fois
donner la possibilité à l'Égypte de se développer, mais de conserver effectivement en héritage pour les générations ultérieures les fameux temples égyptiens. Et c'est vraiment là, si tu veux, la création, en tout cas les bases qui ont permis de mettre en place ce programme patrimoine mondial. C'est l'idée qu'effectivement ce patrimoine n'appartient pas forcément qu'à l'Égypte, même si c'est elle qui le détient. Il a une valeur et un sens important pour l'humanité tout entière. Alors derrière tout cela ne s'est pas fait en un jour, bien évidemment. Derrière l'opération égyptienne, on a eu d'autres opérations qui ont également permis de jeter les bases du programme patrimoine mondial, puisqu'il y a eu une campagne de sauvegarde également à Venise dans les années 60, au Mohenjo-Daro, au Pakistan, ou encore à Borobudur. Donc voilà, des interventions de la communauté internationale sur des patrimoines nationaux de manière à les sauver et à en garantir la transmission pour les générations futures. Et c'est ces différentes opérations qui ont permis de rédiger, les bases d'une convention, ce qu'on appelle la Convention de 1972, qui régit le programme patrimoine mondial. Alors, cette convention, elle est à la fois simple et complexe. Elle dit en fait très simplement que le patrimoine, qu'il soit naturel ou culturel d'ailleurs, doit être protégé et transmis aux générations ultérieures, et que parmi le patrimoine qui se trouve à la surface de la planète, il y a vraisemblablement une catégorie de patrimoine, le patrimoine mondial, dont l'importance dépasse largement les frontières nationales et les intérêts nationaux, et qu'il est de l'intérêt de l'humanité tout entière de les conserver, de les préserver, de les transmettre. Et alors c'est une charte donc qui a été faite en 72. On imagine que la situation elle a quand même pas mal évolué en 50 ans. Donc c'est justement, la charte a évolué aussi, ou on est resté avec les règles de l'époque? Non, on n'est pas resté avec les règles de l'époque. Contrairement à ce qu'on imagine, le programme patrimoine mondial n'est pas gravé dans le marbre. C'est une convention qui évolue pour tenir compte, de l'importance de patrimoine que l'on n'avait pas forcément imaginé au début. Si tu regardes par exemple la liste du patrimoine mondial, tu verras que dans les années 70, qui sont les premières inscriptions, la fin des années 70 en France, on a des monuments très emblématiques comme le Mont Saint-Michel, la cathédrale d'Amiens. Et puis, si tu regardes les évolutions de la liste, tu verras d'autres types de patrimoine apparaître. Le patrimoine mondial en série, c'est-à-dire c'est pas un beffroi qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, mais c'est une série de beffrois pour tout ce qu'elle représente qui figure sur cette liste. On va également prendre en compte des patrimoines beaucoup plus étendus, ce qu'on appelle des paysages culturels évolutifs, à l'image par exemple du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais ou encore des vignobles de Bourgogne par exemple. On prend également en compte des patrimoines peut-être plus récents, plus modernes, des patrimoines issus de la reconstruction. La ville du Havre, par exemple, réalisée, en tout cas mise en œuvre par Auguste Perret, qui fait la part belle au béton armé, a été reconnue patrimoine mondial en 2005, en même temps que les beffrois français. Donc oui, c'est une convention forcément qui évolue de façon à être toujours à jour et à coller, si tu veux, à la réalité du patrimoine aujourd'hui, à la réalité de la gestion du patrimoine et aux exigences, bien évidemment, qui ont également fortement évolué. Les menaces que l'on avait sur le patrimoine dans les années 70 ne sont pas forcément les mêmes aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, avec d'autres sujets tels que les éoliennes, par exemple, les inondations, etc., etc. Mais alors, qu'est-ce qui va conditionner le fait que qu'on puisse faire une inscription au patrimoine mondial? C'est qui fait la démarche en fait au départ? Est-ce que c'est localement les gens se disent non mais ça c'est important? Est-ce que c'est justement l'UNESCO qui va prospecter un petit peu à travers son programme et se dire ça c'est intéressant? L'initiative est locale et ou nationale, c'est-à-dire que c'est l'idée d'une inscription patrimoine mondial.
germe toujours dans l'esprit des acteurs locaux, que ce soit des politiques ou des associations, mais il est bien évidemment nécessaire de collaborer avec ce qu'on appelle l'État partie. Donc, pour nous, c'est la France à travers le ministère de la Culture. Et si tu veux, s'il y a une impulsion locale, il est nécessaire quelque part dès le début de montrer patte blanche, c'est-à-dire de démontrer déjà quelque part qu'il y a une valeur universelle exceptionnelle qui est portée par un patrimoine, ce qui permettra effectivement d'obtenir le soutien ou pas du ministère de la Culture, puisqu'il y a quand même une question diplomatique derrière ces inscriptions patrimoine mondial. Et lorsque l'État français, mais c'est la même chose en Belgique, en Autriche ou en Allemagne, décide de défendre une candidature à la session annuelle du Comité du patrimoine mondial, c'est que globalement, derrière, il y a déjà eu un travail d'identification de cette valeur universelle exceptionnelle. Et on n'arrive pas, si tu veux, du jour au lendemain avec un petit dossier qu'on a préparé sur un coin de table. En général, ce sont quand même des processus très longs. Certaines inscriptions peuvent mettre jusqu'à 10 ou 15 ans avant d'arriver à terme. Donc, c'est une très longue démarche. Il faut effectivement montrer l'intérêt de la démarche, la valeur universelle exceptionnelle. On y reviendra un petit peu plus tard si tu le souhaites. Travailler sur la cartographie, mener des recherches historiques, iconographiques, constituer un immense dossier. Alors, au tout départ, dans les années 70, tu pouvais inscrire le Mont-Saint-Michel ou la cathédrale d'Amiens avec un dossier qui faisait 400 pages. Aujourd'hui, on est globalement sur des dossiers de 400, 500, 600 pages, simplement parce que la nature des patrimoines que l'on protège et que l'on inscrit sur la liste du patrimoine mondial sont beaucoup plus vastes. On a des biens sériels, des paysages culturels, comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, mais on a également une complexité législative, réglementaire, puisque il faut bien entendu par la suite préserver, conserver ce patrimoine inscrit sur la liste du patrimoine mondial, et il faut utiliser des textes de loi, des règlements qui sont, eux, nationaux. Donc, effectivement, tout cela crée, j'allais dire, une masse d'informations qu'il est nécessaire de compiler avant d'aller la défendre au Comité du patrimoine mondial. Oui, parce que c'est pas anodin. Alors, on imagine que de passer de 4 pages à 500 pages, déjà, il faut du monde pour bosser sur le dossier. Donc, faut trouver aussi des financements ou des bonnes volontés ou tout ce que tu veux pour ces dossiers-là. Mais j'imagine, comme tu le dis, ça a des conséquences d'un point de vue national, parce que tu nous parles du législatif, mais une fois qu'on classe un bâtiment, il faut quand même des thunes en fait pour pouvoir le. Une fois qu'on l'inscrit. Les biens sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Il n'y a pas de classement. Oui, pardon. Sur cette liste. Non, mais tu fais bien. Ça me permet de faire une petite digression. On a souvent effectivement un amalgame qui est créé, inscription ou classement sur la liste du patrimoine mondial. Il y a qu'une inscription qui existe. De la même façon que toi, tu es inscrit sur une liste électorale, des biens sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. On a cet amalgame parce que la législation française, et notamment la loi de 1913 sur les monuments historiques, instaure 2 niveaux de protection différents, l'inscription d'un côté et le classement. C'est ce qui fait que parfois on a ce petit amalgame. Mais effectivement, tu as parfaitement raison. C'est un véritable engagement, l'inscription patrimoine mondial. Il faut pas la voir comme une finalité. C'est pas simplement un petit logo que tu vas mettre sur tes plaquettes de communication. Non, c'est un véritable engagement à aller en lien avec les services de l'État vers une gestion d'excellence. L'idée, c'est cela, c'est qu'une fois que on a identifié un bien qui possède une valeur universelle exceptionnelle, que ce bien est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, j'allais dire que le travail commence. C'est là où réellement le travail commence. On va essayer d'améliorer la situation sur tout un tas d'aspects. Ça va toucher à la conservation, ça va toucher à la protection, ça va toucher à la médiation, ça va toucher également aux populations locales, comment on essaye de les intégrer, de leur faire comprendre la valeur de ce patrimoine. Donc c'est vraiment pas un point j'allais dire une finalité ou un point d'arrivée, c'est réellement un point de départ vers une aventure qui dure encore très longtemps derrière. Alors, il y a 2 minutes, là, tu as lâché un mot, tu nous as parlé de la valeur universelle exceptionnelle. C'est quoi ça? Alors, la valeur universelle exceptionnelle, c'est, j'allais dire, tous les biens qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial ont démontré leur valeur universelle exceptionnelle. Tout à l'heure, je te disais qu'effectivement,
certains biens du patrimoine culturel ou naturel ont une valeur qui dépasse les intérêts nationaux. C'est le principe même de la valeur universelle exceptionnelle. Pour être inscrit sur la liste, un bien doit démontrer une universalité et une exceptionnalité. L'universalité, ça veut dire que le bien va représenter un événement, un épisode majeur de l'histoire de la Terre ou de l'humanité. C'est-à-dire qu'il va raconter quelque chose qui parle à tout le monde. Si on parle géologie, par exemple, ça va être effectivement des mouvements tectoniques, par exemple, avec l'apparition d'une chaîne de montagnes. Voilà, ça c'est quelque chose qui parle à tout le monde, c'est l'universalité. Et ensuite, l'exceptionnalité, c'est-à-dire que ce bien doit démontrer effectivement que cette concrétisation de l'épisode marquant de l'histoire de l'humanité ou de la planète, il est exceptionnel. Il s'est traduit d'une façon exceptionnelle que l'on ne retrouve pas forcément ailleurs. C'est ça le cœur même de ce programme Patrimoine mondial. Donc, tous les candidats à l'inscription Patrimoine mondial vont chercher effectivement à démontrer cette valeur universelle exceptionnelle. Tous ceux qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial vont œuvrer pour conserver les éléments porteurs de cette valeur universelle exceptionnelle. Alors, oui, on imagine que du coup, ça implique, tu l'as dit, beaucoup de choses. En fait, ça devient aussi un enjeu plus qu'économique, social et tout, ça devient aussi un enjeu politique, non? Oui, la diplomatie est très présente dans le programme Patrimoine mondial, notamment parce que ce sont les États parties qui votent. Donc la diplomatie, ça va être de chercher des soutiens pour défendre telle ou telle candidature lors de la session annuelle. Et pour te donner un exemple très précis, très concret, je vais te parler d'une candidature très récente, en tout cas d'une inscription très récente, les sites funéraires et mémoriels de la Grande Guerre, qui sont ces cimetières issus du premier conflit mondial. Notre-Dame de Lorette, tout ça. Notre-Dame de Lorette, Vigny, le Chemin des Dames, etc. Ils ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial en 2021. Et effectivement, pendant plusieurs années, il y avait eu, si tu veux, une petite problématique dans la mesure où l'UNESCO est fait pour défendre la paix et on venait inscrire sur la liste du patrimoine mondial un bien issu de la guerre. Donc, tu vois, il y a ces notions de diplomatie qui sont extrêmement importantes. Pour te donner un autre exemple, les Hutus et les Tutsis. À partir du moment où on reconnaît sur la liste du patrimoine mondial un bien qui fait référence, par exemple, au conflit entre les Hutus et les Tutsis, quelque part, on acte un discours, un récit historique. C'est-à-dire que quand deux visions s'opposent autour d'un même conflit, que ce soit les Hutus et les Tutsis, mais je pourrais également te parler des plages du débarquement qui seront peut-être l'une de nos prochaines inscriptions patrimoine mondial en France. La vision historique et le récit que l'on peut avoir va varier effectivement selon si on se trouve du côté gauche ou droit de la barrière. Donc c'est pour ça qu'il y a derrière quand même une histoire diplomatique très très importante. Pour les plages du débarquement, nous on va avoir effectivement une lecture différente de nos amis russes, enfin de nos amis en tout cas de la Russie. On va pas voir effectivement autour des plages du débarquement le même impact historique selon si on se trouve en France ou en Russie. Pour les Russes, effectivement, l'impact du grand débarquement a été en tout cas beaucoup moins important que pour nous. Donc voilà, c'est toujours une histoire de diplomatie. Et alors, forcément, donc, quand ces histoires de diplomatie s'invitent, il y a forcément du pour ou du contre. Donc, est-ce qu'il y a des raisons de bloquer une inscription au patrimoine mondial ou qui peut le faire?
Ce sont les États décident, hein. Les États décident entre eux, donc ce sont j'allais dire des discussions, des échanges auxquels toi comme moi n'avons pas accès. On ne sait pas réellement ce qui se dit en coulisses, mais il est vrai que certains sujets, certains positionnements d'un État parti peuvent avoir des conséquences sur le soutien que l'on peut avoir sur la candidature qui va être déposée l'année prochaine, par exemple. Donc il est évident que la relation entre la France et tous les autres États qui sont signataires de cette convention de 72 va quelque part jouer favorablement ou défavorablement pour tel ou tel soutien à telle ou telle candidature. Je peux malheureusement pas t'en dire plus parce qu'encore une fois, ce sont des discussions auxquelles je n'ai pas accès. Après, tu disais que cette inscription au patrimoine mondial, c'était finalement le début. Parce qu'il y a un engagement finalement à prendre tout un tas de mesures autour de ces sites. Or, les engagements, on le sait, c'est bien beau, mais enfin quand tu te maries, c'est un engagement pour la vie. Et pourtant, il y a plein de gens qui divorcent. Ou moi, je regarde la caméra dans les yeux. Il y a des clients, ils s'engagent via un contrat disant qu'ils vont payer, et finalement ils payent pas. Hein. Donc là, qu'est-ce qui se passe si cette inscription finalement ne donne rien, ou que derrière les moyens sont pas donnés pour accomplir les objectifs? Est-ce qu'il est possible d'avoir un site qui soit désinscrit? Oui, c'est possible. Les cas sont extrêmement rares, il y a que 3 cas connus, et les biens ne sont pas désinscrits. La désinscription, c'est pas suffisamment honteux, c'est-à-dire que les biens sont délistés. Ils figurent toujours sur la liste du patrimoine mondial, mais ils sont barrés. C'est une façon quand même de rappeler que les États parties concernés, effectivement, n'ont pas rempli leur part du contrat. Et il est quand même utile de le rappeler à la communauté internationale tout entière qu'effectivement, tel bien, effectivement, n'a pas mis en place les mesures nécessaires au maintien de sa valeur universelle exceptionnelle, et donc le bien est désinscrit. Il n'y a que 3 cas, hein, comme je te le disais. On a une réserve naturelle dans le sultanat d'Oman où se trouve toujours l'oryx arabe, c'est une espèce d'antilope. Et lorsque le sultanat d'Oman a décidé d'étendre les territoires où on pouvait exploiter du pétrole, on est venu réduire très fortement la réserve naturelle de ces oryx arabes, ce qui compromet d'ailleurs leur survie et leur développement. Donc le bien a été délisté. On a un autre cas en Allemagne, à Dresde, où la construction d'un pont a remis en cause les fondements même de l'inscription du bien Dresde, la vallée de l'Elbe. Donc, il a également été délisté. Et beaucoup plus récemment, en 2021, il me semble, le port de Liverpool a également été délisté en raison effectivement d'aménagements récents qui sont venus compromettre, en tout cas, la lecture initiale que l'on avait du port marchand de Liverpool. Donc effectivement, ça n'est pas une inscription acquise à vie. Il est nécessaire effectivement de conserver les valeurs et les attributs qui ont permis l'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial. Et pour cela, on a différents outils. Alors, les outils sont toujours nationaux. Hein. L'UNESCO est effectivement un organe supranational, mais effectivement, pour garantir le maintien de la valeur universelle exceptionnelle, les États parties mettent en œuvre des outils, des règlements, des textes de loi qui sont purement nationaux de façon à les conserver. Et tout cela passe par ce qu'on appelle la mise en œuvre d'un plan de gestion. Donc un plan de gestion, ça va être un espèce de grand document cadre. Voilà, on fait un grand diagnostic. Alors nous, on a regardé par exemple nos 23 beffrois. On a pris une situation de départ. Dans quel état de conservation sont-ils? Quelles sont les problématiques d'entretien? Quelle est la médiation assurée autour de cet édifice? Quel est le contenu de la scénographie? Comment les habitants perçoivent-ils cet édifice au centre de la ville? Et puis, on a essayé de travailler un programme d'action de façon à s'améliorer sur tous les sujets, que ce soit de la communication, de la conservation, la montée en puissance des capacités, etc., etc.
Et alors sur ces biens là qui sont délistés, parce qu'en effet c'est c'est un peu violent de voir le truc barré comme ça montre bien qu'il y a eu un petit problème à un moment donné. Les États ou les lieux ont un recours à un moment donné ou Quand les biens ont été délistés, cela veut dire que toutes les tentatives de médiation, d'amélioration ont échoué. C'est pas quelque chose qui leur est tombé dessus du jour au lendemain. Ces États parties ont été largement informés. Simplement parce que à partir du moment où un bien est inscrit sur la liste du patrimoine mondial et que autour de ce bien ou à l'intérieur on a un projet d'aménagement, un projet important, une construction, on doit quelque part montrer patte blanche, informer le Centre du patrimoine mondial de ce projet avant et surtout démontrer que les nouvelles constructions, les projets d'aménagement n'entrent pas en conflit avec cette valeur universelle exceptionnelle, que ce soit à travers de la perception visuelle ou à travers le maintien en condition de tel ou tel élément. Donc, quand un bien est délisté, c'est qu'effectivement tous les recours ont échoué. Donc, et c'est ce qui explique également que le bien est barré. Toutes les conciliations, voilà, tu parlais de divorce tout à l'heure, toutes les conciliations ont échoué, donc boum, on divorce. Tout à l'heure, tu mentionnais qu'il y avait donc chaque programme de l'UNESCO a ses objectifs, et là, en l'occurrence, il y a les fameux 6C que tu as évoqués durant la préparation de cette émission. C'est quoi? Comme je te disais, je parlais de plans de gestion et je parlais de sujets, ou en tout cas de thématiques sur lesquelles on doit avoir une gestion d'excellence, ou en tout cas une meilleure gestion. C'est-à-dire que cette liste du patrimoine mondial, aujourd'hui, elle a dépassé les 1150 biens inscrits. Donc, au bout d'un moment, on peut se poser la question de la crédibilité d'une liste, effectivement en perpétuelle extension. Est-ce que, effectivement, il y a toujours, j'allais dire, est-ce que la qualité est toujours au rendez-vous quand on arrive à 1150 biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial? La crédibilité, premier C, elle est importante. Ce qui veut dire que tous les biens qui sont inscrits sur la liste doivent justifier leur inscription à travers la mise en œuvre d'un plan de gestion qui va défendre un certain nombre d'objectifs stratégiques. La conservation, deuxième C, c'est-à-dire que la gestion des biens inscrits doit assurer une parfaite conservation de l'édifice pour transmission aux générations futures. Et quand je dis conservation, je ne parle pas d'une mise sous cloche. Il y a toujours possibilité de se développer, d'aménager un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial, mais on doit surtout veiller à conserver les valeurs, les attributs, les éléments qui ont permis à ce même bien d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Deuxième C, on va avoir la connaissance. Connaître le bien inscrit de fond en comble, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc, mener les programmes de recherche nécessaires pour venir combler des manques, des lacunes de connaissances historiques sur tel ou tel élément. On va également avoir un troisième C, les communautés. De quelle façon on arrive à impliquer les communautés locales, donc les populations, les habitants, dans la vie même, dans les grandes décisions qui vont quelque part conditionner l'avenir de ces biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial. On va avoir la communication. Quatrième C, la communication. Il faut impérativement, j'allais dire, communiquer, faire de la médiation autour de cette inscription de patrimoine mondial, mais surtout expliquer pourquoi ce bien a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Et on va faire des efforts de médiation à destination du public scolaire, du jeune public, à destination du public empêché, par exemple, que ce soit malvoyant, non-voyant. On va essayer de trouver des palliatifs à telle ou telle situation, communiquer le plus largement possible. Et puis ensuite, on va avoir un dernier C qui est très important, les capacités ou compétences, c'est-à-dire que il faut faire un effort particulier en termes de formation et de sensibilisation, de façon à ce que localement, les élus, les techniciens, les agents en charge de l'entretien au quotidien de l'édifice
soient informés de cette inscription de patrimoine mondial, prennent conscience de la valeur de ce patrimoine et que peut-être, tout doucement, ils adaptent leur façon d'intervenir sur tel ou tel édifice. Voilà un petit peu l'idée de ces 5C, 6C, si on y compte la crédibilité. Voilà, derrière, il y a une idée de, j'allais dire, de gestion d'excellence, d'être meilleur après l'inscription de patrimoine mondial qu'avant. Alors en France, on a quoi comme type de site inscrit? Alors, on a une très grande variété de sites inscrits. On va avoir ce qu'on appelle des monuments individuels, comme la cathédrale d'Amiens, la cathédrale de Chartres, le Mont Saint-Michel. On va avoir des sites naturels, comme les calanges de Piana, par exemple, en Corse. On va avoir des sites tels que les grottes ornées de la vallée de la Vézère, ce qu'on appelle Lascaux et consorts. On va avoir la grotte Chauvet, on va avoir des paysages culturels importants comme le vignoble de Saint-Émilion, le vignoble de Bourgogne, la Champagne, le bassin minier. On va y avoir également ce qu'on appelle des biens en série, des biens qui sont répartis géographiquement à travers tout un tas de petits points. Alors, il y a les beffrois, bien évidemment. Je t'ai parlé des sites funéraires et mémoriels, mais on a également les sites majeurs de Vauban, avec une représentation assurée par 14 citadelles réparties sur le territoire national. La France a une très grande variété de sites culturels, naturels et mixtes, mais il est vrai que, comme dans plein d'autres pays, on a une proportion de sites culturels qui est quand même beaucoup plus importante que les sites naturels. Est-ce qu'il y a une disparité entre le nombre de sites classés dans des pays occidentaux et les autres pays? Il y a une disparité entre les sites inscrits. Effectivement, sur cette liste du patrimoine mondial, il y a certains pays, et notamment les pays les plus développés, qui ont une liste, en tout cas qui ont une présence sur la liste très importante. On est quasiment à 50 inscriptions. En France, on a dépassé les 50 inscriptions. En Italie, la France, l'Espagne, l'Italie, la Chine sont effectivement extrêmement bien représentés sur cette liste du patrimoine mondial. Des biens, le continent africain, lui, est beaucoup moins bien doté. Le continent sud-africain, l'Asie du Sud-Est également sont des territoires moins bien dotés. Alors c'est pour ça également qu'il y a des formes de coopération qui sont mises en place au sein de ce programme Patrimoine mondial, avec une forme d'incitation qui est lancée de façon à aider, à accompagner des inscriptions dans des territoires qui sont peut-être moins dotés en ingénierie, accompagner ces propositions d'inscription de façon à essayer de rééquilibrer la liste. On a un autre élément qui nous permet de rééquilibrer quelque part la liste, c'est de limiter le nombre d'inscriptions annuelles dont peut bénéficier l'État français. Ça, c'est un autre levier. On trouve la même chose également en Italie et en Espagne. Donc, la France ne peut pas, par exemple, proposer 5 candidatures la même année. Elle va être limitée à 1 ou 2 inscriptions maximum, alors que, par exemple, sur le continent africain, on n'a pas ce type de limite. Et puis, le programme que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, patrimoine culturel immatériel, répond peut-être un petit peu plus à certaines formes de patrimoine que l'on va trouver sur le continent africain, sur le continent sud-américain également, tout ce qui va toucher à l'oralité, les traditions, etc. Voilà, ce qui est peut-être plus présent sur ces continents-là. Donc, mais effectivement, on a un gros déséquilibre qui ne remonte pas à hier ni à avant-hier, il remonte aux années 70 déjà, mais simplement parce que effectivement certains pays, certains États les mieux dotés financièrement et en ingénierie ont tous les moyens à leur disposition pour monter ce type de candidature, alors qu'ailleurs ça peut être parfois plus compliqué. Oui, il y a la question des moyens et puis il y a la question aussi de l'énergie qu'on a envie de consacrer à ça, parce que dans certains pays où la situation politique est loin d'être stable, ou que t'as vraiment pas, déjà t'as du mal à nourrir les gens, inscrire un site sur la liste du patrimoine, c'est pas trop la prio, quoi.
Oui, voilà, tout est question de priorité, exactement. Tu as parfaitement pointé du doigt la principale problématique. Oui. Alors, tu nous as tout à l'heure rapidement dit que effectivement en France il y a cette confusion entre classement et inscription. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ça sur notamment le classement des monuments historiques en France? En quoi c'est vraiment différent de... Les monuments historiques, donc c'est un texte de loi français qui remonte à 1913, dont l'objectif est l'identification et la protection du patrimoine architectural français. On a instauré 2 niveaux de protection différents. D'un côté, l'inscription, de l'autre côté, le classement. Et le choix entre ces 2 niveaux de protection, il est notamment lié, par exemple, à des spécificités architecturales, la qualité architecturale de l'édifice en question, sa rareté, et c'est ce qui va opérer le choix entre l'inscription et le classement. Globalement, un site classé monument historique, on va considérer qu'effectivement sa valeur historique et architecturale est plus forte qu'un bien inscrit au monument historique. Ce qui ne veut pas dire que le bien inscrit n'a pas de valeur, pas du tout. Être inscrit au monument historique, c'est déjà montrer une certaine valeur qui va reposer effectivement sur des critères architecturaux qui vont être liés à sa période de construction, qui vont être liés également à son intégrité, c'est-à-dire est-ce que le bien protégé au monument historique, il a fortement évolué depuis sa construction? Est-ce qu'on a conservé les caractéristiques architecturales importantes et fortes qui permettent sa protection? Voilà. Le monument historique, on est réellement sur la protection de l'architecture et du patrimoine français. Et ce texte de loi, 1913, n'est jamais qu'un des outils que l'on peut utiliser sur le territoire français pour maintenir la valeur universelle exceptionnelle d'un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial. La valeur universelle exceptionnelle ne peut pas se contenter, si tu veux, d'une simple protection au titre des monuments historiques, parce que on risque d'occulter un certain nombre de sujets. Par exemple, si on prend les beffrois, je parlerai tout à l'heure de l'importance des cloches et du rôle des beffrois dans, j'allais dire, la temporalité des villes. Donc, on a ces cloches, ces carillons et donc des carillonneurs qui jouent derrière. Si on se borne à utiliser un texte de loi qui va protéger l'architecture, rien ne garantit que dans 10, 15 ou 20 ans, on aura encore des carillonneurs qui vont venir jouer au sommet des beffrois. Rien ne va garantir effectivement qu'on aura encore un mécanisme d'horloge et un système de carillon automatique qui va encore fonctionner. Donc voilà, le monument historique, c'est un aspect, l'architecture, essentiellement qui est protégé. La valeur universelle exceptionnelle recoupe bien d'autres sujets. Oui, et c'est important de préserver le savoir-faire des carillonneurs parce que je peux vous assurer que j'ai filmé un carillonneur à Saint-Quentin et vu que ça se transmet bien, et ben les gars ils adaptent les répertoires modernes et donc entendre du Game of Thrones ou du Star Wars au carillon dans toute la ville, je peux vous assurer que ça vaut le coup. Écoute, je plus sois, j'ai eu l'occasion d'entendre Harry Potter sur le carillon de Lyon. La ville de Lyon, un très joli carillon, avec un carillonneur qui officie également au beffroi de Douai. Et il a dépoussiéré, on va dire ça un petit peu comme ça, ou en tout cas, il a utilisé des thèmes que l'on connaît tous aujourd'hui. Jouer au carillon, effectivement, ça permet de sensibiliser, en tout cas de toucher un public beaucoup plus jeune, effectivement. Super important. On a Jean-Philippe dans le chat qui nous pose une question. Alors c'est suite à ce qu'on a dit sur la disparité des inscriptions entre Occident et puis d'autres continents. Il se disait mais est-ce que cette question de la conservation elle est traitée de manière vraiment universelle pareil tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas une doctrine, une vision très occidentale de l'aspect patrimoine conservation qui est peut-être pas la même ailleurs et qui fait que on peut entrer un petit peu pas en conflit mais en tout cas en opposition sur cette manière de gérer la mémoire? Il y a peut-être eu, en tout cas dans les premières décennies d'existence de cette convention de 72, une vision très occidentale effectivement de la conservation, ce qui explique notamment que pendant les 20-30 premières années de cette convention,
Le modèle français, avec notamment cette loi de 1913 sur les monuments historiques, a été pris comme modèle par tout le monde. Mais aujourd'hui, je dirais que on prend beaucoup plus largement en compte d'autres visions patrimoniales, et notamment la vision japonaise est assez intéressante. Les sites du pèlerinage du Mont Kii au Japon sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial, et pourtant ils font l'objet de reconstructions successives, c'est-à-dire que la valeur du patrimoine au Japon n'est pas la même que la nôtre. Chez nous, on va conserver de l'ancien, on va essayer de conserver au maximum les parties anciennes, réparer ce qu'il faut réparer, alors qu'au Japon, on a une vision un petit peu différente, et il n'est pas exclu de détruire totalement un temple et de le reconstruire. Mais c'est effectivement cette reconstruction quelque part un petit peu successive de ces temples qui ont fait sa valeur. Donc, on arrive avec des évolutions de la Convention de 1972, comme je te le disais tout à l'heure, c'est pas du tout un texte figé. On arrive effectivement à s'adapter à des conditions locales qui sont largement différentes de celles que l'on peut connaître en France. Alors bien évidemment, l'adaptation n'est jamais parfaite et immédiate, tout cela prend effectivement du temps, mais tout doucement, effectivement, on arrive à s'adapter et à, j'allais dire, à échapper quelque part à notre vision franco-française de la conservation du bâtiment. Et de toute façon, si tu prends par exemple le simple exemple de construction en terre battue et en paille que l'on trouve beaucoup sur le continent africain, il est bien évident que la question de la conservation se pose en des termes largement différents. Et là, ce qui va être important, ça va plutôt effectivement de maintenir les savoirs et les savoir-faire pour cette construction en terre, plutôt que de conserver la construction originelle délabrée. Donc, tout doucement, cette convention de 72, effectivement, prend en compte ces différents aspects. Si on revient au cas français, il y a une association des biens français du patrimoine mondial. Oui, que je salue. Bonjour à Chloé, qui est la déléguée générale, et à Raphaël, sa collègue. C'est effectivement une association régie par la loi de 1901 qui est basée à Tours. Ah, Cocorico, c'est par chez moi, pardon. C'est par chez moi. Voilà. Ils ont déménagé, ils sont au MAM à Tours. Tu peux aller leur rendre visite, ils t'accueilleront à bras ouverts. Mais je peux y aller en vélo, c'est incroyable. Ok, très bien. Et cette association regroupe les propriétaires et les gestionnaires de tous les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial en France. On y adjoint également, bien évidemment, les services de l'État et toutes les autorités compétentes en termes de conservation, de protection, autour d'un même sujet: comment on travaille sur le patrimoine mondial, comment on s'améliore. Il y a énormément d'échanges d'expériences, il y a énormément j'allais dire, de mise à jour, puisque la Convention de 1972, elle évolue. On va effectivement avoir de nouveaux outils de surveillance, par exemple, qui vont être mis en place. Et c'est par le biais, effectivement, de cette association des biens français du patrimoine mondial, l'ABFPM, que tout le monde, comme ça, se tient à jour des nouveautés, au courant des nouveautés, des nouvelles inscriptions, des nouvelles procédures. C'est une association extrêmement importante pour tous les propriétaires et gestionnaires de biens inscrits, parce que ça leur permet de se comparer avec d'autres biens inscrits un peu similaires, pas forcément pour se comparer, mais plus pour progresser, échanger sur la façon dont on mène telle action de médiation, sur la façon dont on va communiquer autour de l'inscription. Donc, c'est un véritable, un vivier j'allais dire, de connaissances, de compétences que l'on vient partager globalement ensemble. C'est une très jolie association. Je pense que tu pourras mettre peut-être en ressource leur site internet qui vient de faire l'objet d'une refonte, et sur lequel vous pouvez trouver effectivement la liste des biens français inscrits sur la liste, les fondements du patrimoine mondial que j'ai évoqués, et puis effectivement la valeur universelle exceptionnelle de tous ces biens français que l'on connaît tous. Bien évidemment, on le mettra en description. C'est assofrance-patrimoinemondial.org. Et c'est chouette qu'il soit à MAM, puisque c'est assez symbolique. En fait, à Tours, l'espace MAM, c'est les anciennes imprimeries. Ça fait partie vraiment de l'histoire industrielle de la région. Et en fait, ces grandes imprimeries ont été reconverties maintenant et accueillent pas mal d'entreprises et d'associations. C'est un lieu
important de la vie associative et économique tourangelle. Voilà. Je te propose qu'on passe finalement à la deuxième partie de cette émission qui concerne ta spécialité, les beffrois justement du nord de la France qui ont été inscrits sur cette liste. Est-ce que tu pourrais déjà nous définir dans les grandes lignes ce que c'est un beffroi? Alors, un beffroi, c'est une tour communale qui vient symboliser le pouvoir de la commune. C'est un petit peu le pendant, si tu veux, du donjon féodal ou du clocher religieux. Les communes sont devenues indépendantes à partir du XIe, XIIe siècle, et la construction d'un beffroi, ça a été la façon de marquer le paysage, d'attester l'existence d'un pouvoir communal fort à travers la construction d'une tour. Donc le beffroi, c'est une architecture à la fois de propagande, bien évidemment, un peu à l'image d'un donjon, mais c'est également une architecture fonctionnelle, puisque c'est une tour qui va permettre de suspendre la cloche communale, la cloche civile, qui a été un des véritables progrès, quelque part, des villes au XIe, XIIe siècle à peu près. Parce que ça va marquer un rythme, en fait. Oui, ça va marquer un rythme. On peut parler quand même de véritable révolution, puisqu'avant avant la diffusion de ce temps civil, on était sur des temps essentiellement religieux. Tu connais les matines, tu connais les complis, les vêpres, tous ces temps purement religieux qui appelaient à la prière étaient les seuls repères temporels que l'on avait globalement 10e, 11e siècle. Et à partir du moment où les communes sont devenues indépendantes, elles ont obtenu le droit de cloche, le droit d'avoir une cloche à eux qui va venir diffuser, sonner un temps purement civil. Donc on va toujours sonner les vêpres et les complis, ça c'est le rôle du clergé, mais les villes, elles vont sonner l'ouverture des portes de la ville, le début de la journée de travail, la fermeture des cabarets, elles vont appeler les échevins également en réunion, donc c'est une autre temporalité, des objectifs différents, des objectifs mercantiles essentiellement et de sécurité bien évidemment. Est-ce qu'on a des usages peut-être un peu plus anecdotiques de certains beffrois ou pas? Parce que moi je sais que je crois que c'est à Amiens où j'ai visité un beffroi qui avait servi de prison par exemple. Oui. Les beffrois ont très souvent servi de prison. Alors dans les villes de l'époque, il y avait effectivement la justice féodale, la justice rendue par le seigneur, que ce soit par le biais de son bailli et de son prévôt, mais il y avait également une forme de justice communale, puisque la commune était un seigneur comme un autre, et elle avait les droits de basse, moyenne, voire haute justice sur sa juridiction. Et les beffrois ont accueilli, pas tous, mais beaucoup, ont accueilli en leur sein, et notamment dans les sous-sols, des cachots de prison. Et le beffroi d'Amiens, tu citais le beffroi d'Amiens, a servi de prison communale jusqu'à très récemment, je crois, jusqu'à la fin du 19e siècle, voire même au début du 20e. Et on y enfermait, notamment sur la fin, des badauds qui avaient été pris en état d'ivresse manifeste. Et à Amiens, quand un mari disait à sa femme « je suis allé dormir sous l'ange », c'est tout simplement qu'il a été pris en état d'ivresse sur la voie publique et il a été enfermé effectivement dans les cachots du beffroi. Et tout au sommet du beffroi, il y avait une silhouette ailée, une girouette, voilà, d'où l'expression « aller dormir sous l'ange ». Mais les beffrois, effectivement, ont accueilli bon nombre de cachots. C'était l'une des utilités pratiques de cette tour. Donc, on a l'aspect symbolique, on a le côté fonctionnel avec la cloche, et puis tout un tas d'autres utilités qui ont été trouvées, alors qui ne sont pas forcément les mêmes partout, mais le beffroi a servi également de coffre-fort. On y enfermait dedans la charte et le sceau de la ville, les clés de la ville. La charte, c'est ce document qui vient attester que le seigneur a autorisé la ville à être indépendante, à lever ses propres impôts, sa milice, etc. Donc un document extrêmement important, le sceau de la ville très important. On enfermait tout ça dans un coffre. On répartissait les clés
aux différents échevins de la ville. Comme ça, il n'y avait pas une seule personne qui pouvait avoir accès au contenu. Et on enfermait tout ça dans le beffroi. Le beffroi, c'est un peu le coffre-fort, hein, à l'image du donjon féodal. Donc, et des beffrois ont pu également accueillir des fonctions de tribunal. On a pu rendre une forme de justice depuis les salles du beffroi. Et une fois que la sentence était rendue, elle était communiquée à la population par le biais d'une bretèche. La bretèche, c'est un petit balcon que l'on va trouver sur les édifices civils, d'abord sur les beffrois, puis par la suite sur les hôtels de ville, par exemple. Et de ce balcon, on allait bretéquer, c'est-à-dire proclamer, ou en tout cas déclamer la sentence. Effectivement, un jour de prison, le gibet, pourquoi pas. Donc, c'est un rôle important. Hein. Le beffroi est presque une tribune d'expression envers la population administrée. Hein. C'est ce qui explique aussi vraisemblablement le lien un peu particulier qu'entretient la population locale avec ces beffrois. Le beffroi, c'est un peu l'interface entre l'administration communale et la population administrée. Ouais, c'est vraiment un outil de communication parce que de toute façon, la place est limitée à l'intérieur du beffroi. Souvent, c'est pas un truc qui prend énormément de place au sol en fait. Non, voilà, le beffroi est extrêmement limité, ce qui explique d'ailleurs que les utilités de ce beffroi ont très rapidement évolué et tenir une réunion échevinale dans un beffroi, c'est très compliqué parce que ce sont des espaces exigus, mal chauffés, très humides. Et donc, très rapidement, cette fonction des réunions échevinales a basculé vers les hôtels de ville qui sont apparus à peu près au XIVe siècle, qui sont venus faire le complément du beffroi. Mais on a certains beffrois, notamment le beffroi de Saint-Riquier dans la Somme, qui a accueilli des réunions du conseil municipal. Hein, on est passé du conseil échevinal au conseil municipal jusqu'au début des années 2000. Donc, c'est pas si vieux non plus. Et le beffroi de Lucheux, qui est un beffroi que j'adore, lui a conservé les archives de la seigneurie de Lucheux jusque dans les années 90. Donc un rôle de coffre-fort encore très présent dans les années 90. Saint-Riquier, hein, si ça vous intéresse, j'ai fait un reportage sur la chaîne YouTube Nota Bene sur l'abbaye de Saint-Riquier. Je vous encourage vraiment à aller le voir. Je me suis littéralement mouillé. Enfin, pour cet épisode, j'ai été fouillé dans les tunnels. Il y avait de la flotte, donc j'ai mouillé mes chaussettes. Voilà. Allez-y, c'est vachement bien. Je rebondis puisque tu parles de Saint-Riquier. Le beffroi, donc, comme je te disais, c'est le symbole d'un nouveau pouvoir, d'un pouvoir naissant de la société féodale. Et ce pouvoir, il est venu entrer en concurrence quelque part avec le pouvoir féodal, mais également le pouvoir ecclésiastique. Les religieux n'étaient pas forcément fans de la commune, hein, on va être honnête, parce qu'ils ne voyaient pas forcément d'un bon œil une forme de concurrence avec ce nouveau pouvoir communal. Donc, et ce qui les gênait particulièrement, c'est cette diffusion du temps civil. Parce que pour les ecclésiastiques, le temps n'appartient qu'à Dieu. Et à partir du moment où on utilise le temps pour faire du profit, de l'argent, on se rapproche tout doucement de l'usure, si tu vois ce que je veux dire. Donc il y avait une forme de lutte de pouvoir, notamment entre les ecclésiastiques et les communes, et à Saint-Riquier. La ville de Saint-Riquier est une commune indépendante par une charte de 1126. Elle a très rapidement fait construire un beffroi qui était à proximité immédiate de l'abbaye dont tu parlais à l'instant. Et quelques années après la construction de ce beffroi, les moines ont exigé et obtenu la destruction du beffroi pour une reconstruction un petit peu plus loin de l'abbaye et une construction un petit peu plus petite pour essayer de pas faire trop d'ombre. Ben oui. Oui, parce qu'en fait, il y a une véritable concurrence à l'époque à celui qui construit le plus haut, parce que celui qui construit le plus haut, c'est celui qui est le plus proche de Dieu aussi, donc c'est celui qui a le plus de pouvoir. C'est ça. Il y a eu toujours des luttes de pouvoir, et quand on regarde encore la hauteur des beffrois aujourd'hui, si on prend le beffroi d'Arras, il fait 75 mètres et 36 centimètres exactement, qui est exactement la hauteur du clocher de l'ancienne cathédrale aujourd'hui détruite. Donc on a monté ce beffroi à 75 mètres, parce que le clocher de l'abbaye d'Arras faisait 75 mètres. À Bruges, tu vois ce magnifique beffroi de Bruges, alors aujourd'hui, il doit faire à peu près 80 mètres de haut, mais dans sa lutte pour être toujours plus haut que le pouvoir religieux, il a culminé jusqu'à 107 mètres. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le pouvoir religieux relevait son clocher,
le pouvoir communal rajoutait un étage à son beffroi. On a un beffroi qui est d'abord sur une souche carrée, puis ensuite on a rajouté un étage octogonal, puis à la fin, on a reconstruit une flèche en bois. Donc bien évidemment, à force de construire comme ça toujours, ça rend l'édifice fragile, etc. Et ça s'est effondré, il y a eu un incendie. Bon, et après, tout doucement, on a arrêté un petit peu ces luttes de c'est moi qui est le plus grand, c'est moi qui est le plus grand, etc. Mais effectivement, il y avait cette volonté, la volonté de hauteur. La hauteur est importante pour les beffrois parce que, alors tout d'abord, pour diffuser le son des cloches, bien évidemment, la hauteur est importante pour le symbole. Plus c'est haut, plus on est riche, plus on a de la puissance. Mais la hauteur est également importante pour le rôle de tour de guet. Il ne faut pas oublier que si on a autant de beffrois dans le nord de la France et en Belgique, c'est aussi vraisemblablement parce que le territoire étant extrêmement plat, on a quand même besoin d'un point en hauteur pour surveiller les alentours, que ce soit pour des incendies dramatiques au Moyen-Âge, mais également pour des invasions, des guerres ou alors des entrées royales, par exemple. Oui, d'autant que c'est vraiment une région, pour le coup, qui a été... à chaque fois qu'il y a eu des gros conflits, bon, c'est une région qui est toujours victime... c'est une région de transit, quoi, on va dire. Ça va au-delà du combat de kéké, ces questions de hauteur. Exactement. D'ailleurs, je sais plus, c'était... j'ai une anecdote là-dessus, où dans le sud, j'allais visiter, je sais pas si c'était une synagogue, ou voilà, et il y avait ces questions de hauteur de bâtiment. Et je crois que c'était une synagogue, je ne sais pas qui, pour pallier le fait qu'il pouvait pas construire plus haut que l'église, avait décidé de peindre tout le plafond en une espèce de nuit étoilée en disant bah en fait nous c'est le ciel. Voilà. Comme ça au moins on est tranquille. Il y a pas débat. On nous demande si d'où vient le mot beffroi. C'est vrai que beffroi, il y a effroi. Ça vient d'où? Derrière le mot beffroi, il y a cette notion de mise en sûreté, de paix, et de cloche. Alors, le beffroi, à la base, les premières utilisations du terme beffroi, ce sont des petites tours mobiles en bois qui permettaient soit de regarder par-delà des remparts, dans le cas d'un siège par exemple, ou alors effectivement de défendre depuis l'intérieur des remparts et de voir ce qui se passait derrière. Et pour certains historiens, ces tours mobiles, qui sont en fait des tours d'attaque, ces tours ont été réutilisées, réemployées pour suspendre la fameuse cloche communale, puisque au tout départ, les premiers beffrois étaient des tours purement construites en bois, des tours de charpente toutes simples. Les premières versions des beffrois, ce sont ces tours assez minimalistes. Et pour certains historiens, c'est un réemploi de ces tours d'attaque. Donc il y a la notion quelque part de guet, de sécurité, d'aller voir au-delà de ce qui est visible depuis le sol. Et puis cette notion de cloche également, de cloche et de paix, puisqu'on vient suspendre sur les beffrois une cloche qui est censée en tout cas garantir la paix, en tout cas prévenir du danger. Mais alors, là, tu nous dis, bon, les beffrois, il y en a un petit peu partout dans le nord de la France. On imagine que c'est un dispositif qui a pu ne pas se limiter à la France ou au nord de la France. Non, il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit, est-ce que ça serait pas un peu la même logique que les tours des palais publics en Toscane, par exemple? Voilà, On se rapproche des campaniles italiens. Totalement. Les beffrois sont effectivement représentent l'indépendance communale, en tout cas la naissance des communes, matérialisent l'indépendance des communes. Et cette indépendance communale, elle s'est traduite différemment dans d'autres lieux. On a effectivement le campanile en Belgique. On pourrait presque imaginer l'enclos paroissial breton également comme pendant à ce beffroi. On a les hôtels de ville, les halles chevinales, les perrons également, qui sont quelque part issus de la même mouvance, en tout cas de cette naissance nouvelle d'un pouvoir communal. Donc oui, les campaniles italiens ont une filiation très très forte avec les beffrois. Ils ont comme point commun de diffuser le temps civil et d'être présents visuellement, mais ils n'ont pas eu, contrairement aux beffrois, j'allais dire, cette diversité d'usages que l'on a pu connaître chez nous, tour de guet,
coffre-fort, tribunal, réunion échevinale, etc. Ils n'ont pas eu cette même diversité d'usages. C'est ce qui fait l'exceptionnalité des beffrois par rapport aux campaniles. Alors tu l'as dit, ça apparaît à peu près au milieu du Moyen-Âge, mais il y a des oppositions, donc j'imagine que ça a été plutôt progressif, non, le fait d'installer ces beffrois dans le paysage. Oui, c'est progressif. Hein. Le nord de la France et la Belgique, c'est effectivement un territoire où on a une très forte densité de construction de beffrois. Alors elle s'explique par la topographie, j'en parlais tout à l'heure. Elle s'explique également par le contexte géopolitique de l'époque. On a une succession de petits territoires, comté de Flandre, comté d'Artois, l'épiscopat de Cambrai, le comté de Boulogne, en tout cas des territoires avec des frontières largement mouvantes au gré des mariages, des décès, donc la nécessité également pour les différents seigneurs d'avoir des soutiens locaux, soutiens de milices communales en cas de besoin. D'où effectivement un mouvement d'indépendance, ou en tout cas des chartes communales qui ont été plus nombreuses qu'ailleurs. Pour autant, les beffrois ne sont pas purement limités au nord de la France et la Belgique. Si tu vas en Bourgogne, Beaune, Avallon, ce sont des beffrois, essentiellement limités d'ailleurs à la diffusion du temps civil, n'ont pas eu les mêmes usages que les beffrois du nord de la France. Mais si tu vas à Bordeaux, le Gros Horloge est un beffroi. À Auxerre, il y a un beffroi. À Vallon, Montrouge, Nevers, je pourrais t'en citer énormément. Moi j'en ai recensé à peu près 250 en France. Et parmi ces 250, entre 120 et 130 sont sur le territoire des Hauts-de-France. Tu vois, donc on a une présence effectivement en France qui est assez large, une très forte concentration dans le nord de la France. On a une très forte concentration également en Belgique, dans le sud des Pays-Bas, et on va également les trouver sur les grandes villes hanséatiques, puisque le mouvement communal, à l'époque, il est intimement lié au développement des activités commerciales, aux échanges commerciaux à travers les foires, les routes maritimes. Derrière, il y a également les anses, les associations de marchands, et ce modèle architectural, c'est largement diffusé également à la faveur des échanges commerciaux. Donc, tu trouveras à Gdansk, en Pologne, à Gdynia, en Allemagne, en Angleterre également, tu vas trouver des beffrois, certes beaucoup moins nombreux, mais importants tout de même. Et alors, cette figure du beffroi, du coup, on l'associe forcément au Moyen-Âge, mais est-ce que ça a continué à être construit après le Moyen-Âge ? Il y a très peu de nouvelles constructions passé le XVe siècle. Très peu de nouvelles constructions, essentiellement des reconstructions du maintien en l'état. En fait, la naissance de la commune s'est accompagnée d'une forme de démocratie locale vraisemblablement la plus parfaite. On n'a pas aujourd'hui, j'allais dire, de démocratie aussi pure, avec un renouvellement des échevins qui ne pouvait faire qu'un seul mandat, avec une surveillance des finances de la ville très précise. Et ce modèle a rapidement volé en éclats. Cette démocratie parfaite, elle a duré 1 siècle, voire 2, pas plus. Et puis tout doucement, on est arrivé sous une forme d'oligarchie. Les démocraties, ont tendance à basculer à un moment ou à un autre sous une forme d'oligarchie. Et puis à partir du XIVe, XVe siècle, on a eu une forte reprise en main du pouvoir royal, avec une centralisation des pouvoirs extrêmement forte et des compétences déclinantes pour les communes. Donc, on a eu peu de nouvelles constructions. Par contre, à chaque fois qu'un beffroi était détruit lors d'un incendie, lors d'une guerre ou lors d'une punition, quelle qu'elle soit, il a toujours été reconstruit. Et si les beffrois nouveaux sont très rares après le XIVe, XVe siècle, en tout cas, les évolutions architecturales des beffrois existants sont restées très fortes. Tous les beffrois construits ont sans cesse évolué, de façon à toujours répondre quelque part aux standards architecturaux nouveaux de l'époque, de façon à toujours véhiculer une image positive de la commune, une image de pouvoir, une image de richesse.
Donc très peu de nouvelles constructions à partir du XVe siècle, mais et c'est ce qui est important pour les beffrois, c'est ce qui fait quelque part également la présence sur la liste du patrimoine mondial, c'est que malgré des utilités pratiques déclinantes, les beffrois ont toujours été reconstruits après des destructions. Les premières constructions de beffrois, 12e siècle à peu près, si tu regardes le beffroi de l'hôtel de ville de Comines aujourd'hui, ou le beffroi de l'hôtel de ville de Bailleul, ces beffrois-là sont les 6e et 7e constructions sur le même lieu. C'est-à-dire qu'on a reconstruit 6 ou 7 fois le beffroi, parce qu'on en avait toujours besoin quelque part, même si les utilités pratiques sont fortement déclinantes. Forcément que le tour de guet a eu tendance à décliner, même s'il a connu un regain d'intérêt majeur lors des 2 conflits mondiaux, on avait quand même beaucoup moins besoin de guetter les alentours. La justice n'était plus rendue au beffroi. Les réunions échevinales n'avaient plus lieu dans les beffrois. On avait des hôtels de ville, mais il est resté effectivement cette portée symbolique extrêmement forte et ce rôle de diffusion du temps civil qui est encore très présent aujourd'hui à travers les cloches, les horloges et les carillons. Donc il y a un véritable attachement presque viscéral de la population pour le beffroi, parce que le beffroi quelque part dans dans l'imaginaire collectif, c'est un peu la sécurité de la ville, ce qui a permis de se développer. Il faut bien se rendre compte qu'au départ, le beffroi, c'est le symbole d'une commune qui est née d'une association de marchands, on va dire ça comme ça pour simplifier un petit peu la chose. Donc le beffroi, quelque part, c'est le garant du développement économique de la ville, développement économique sain, puisque le pouvoir communal à l'époque avait la possibilité également de contrôler la qualité des marchandises qui étaient vendues sur les foires et sur les marchés. Ce beffroi, il assurait la sécurité de la ville. C'était un tour de guet, on regardait, incendie, voilà. Donc dans l'imaginaire collectif, c'est un peu presque une figure un peu paternelle, ce beffroi, et il a toujours été associé effectivement aux grands événements de la ville, qu'il soit malheureux, guerre, destruction, incendie, ou qu'il soit heureux. Quand on avait les fameuses joyeuses entrées, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau seigneur qui venait rendre visite, que ce soit à Arras, à Douai, à Cambrai, on avait les joyeuses entrées, les beffrois sonnaient la fête. Beffroi, hôtel de ville, chaque fois qu'il y avait un seigneur qui venait rendre visite, ça donnait lieu à des agapes, des banquets. Très souvent, du haut du beffroi, on faisait participer la population, ou plutôt on jetait du pain, de la brioche, que sais-je, à la population qui était réunie, qui était honorée de voir le seigneur rendre visite à la commune. Donc voilà, tout cela a permis de créer un lien extrêmement fort entre la population et le beffroi, ce qui explique d'ailleurs que après les deux conflits mondiaux, on a eu énormément de destruction de beffrois, et tous les beffrois qui ont été détruits ont été reconstruits, sans aucune exception. C'est assez rare pour être souligné. Ah, c'est clair, mais c'est ce qui fait qu'effectivement, le beffroi, dans ces villes où il y en a, ça reste toujours un élément central de la ville. Parce que moi, c'est vrai que dans les endroits où j'ai vécu, il n'y avait pas forcément de beffroi, mais j'ai beaucoup travaillé depuis 11 ans maintenant que je fais Nota Bene, j'ai beaucoup travaillé dans le Nord. Et c'est systématique à chaque fois que je débarque. Julie à Amiens, qui travaille avec nous dans l'équipe, les premières fois où je suis arrivé à Amiens, elle était toute fière en disant ben voilà, ça c'est mon beffroi. Et vraiment, c'est systématique à chaque fois que je vais dans une ville du Nord, un des premiers trucs que me présentent les gens, c'est le beffroi. Ah ben c'est le symbole de la commune, c'est le centre géographique, le centre géographique de la cité, c'est-à-dire que le beffroi a toujours été construit sur, j'allais dire, un emplacement de choix. Souvent, un petit promontoire qui permet de voir plus haut. Il marque la centralité de la ville et il est, notamment dans les villes du Nord, largement associé à la Grand Place. Voilà, la Grand Place et aux édifices religieux, voire aux édifices, en tout cas aux châteaux féodaux, aux donjons, quand ils ont persisté jusqu'à nous. On a effectivement ce fameux triptyque, quelque part, entre les lieux de pouvoir, les lieux de l'activité économique, les grandes places, les places du marché, les halles et les beffrois.
T'as des beffrois coup de cœur, toi, ou pas? J'ai plein de beffrois coups de cœur. J'ai plein de beffrois coups de cœur parce que derrière leur relative similitude, ils sont tous extrêmement différents. Oh, je vais t'en citer deux, trois. Je vais t'en citer trois. Je peux trois. Top 3, c'est parti, c'est le top 3 des beffrois de Cédric. Je vais commencer par le beffroi d'Abbeville. Le beffroi d'Abbeville, parce que je l'adore, c'est l'un des plus vieux représentants des tours communales en France. Il a été relativement, j'allais dire, épargné par les conflits mondiaux. Il a été construit en 1209. On y trouve encore effectivement les cachots de l'époque, des graffitis réalisés par des guetteurs, par des gardes, par des prisonniers. Voilà, il a un vrai goût médiéval, quoi. Il est beau, il est magnifique. Il fait actuellement l'objet d'une grande campagne de restauration, puisqu'il est accolé maintenant à un grand musée, musée Boucher de Perthes, qui voit également une grande phase de restauration arriver. Ça va devenir le musée Boucher de Perthes Manessier Le Beffroi. On va lui redonner, un véritable écrin. Il est magnifique, il faut aller le voir. En deuxième, moi, j'y mettrais le beffroi de Lucheux, parce que il est atypique. C'est un beffroi daté du XIIIe, XIVe siècle qui a été construit sur une vieille porte de ville. Il a une couverture en tuiles de noisetier, des tuiles en bois. Il est surmonté d'un petit coq. Il est relativement modeste. Mais à Lucheux, on a également l'église romane et le château des comtes de Candaven. Donc, on a les trois symboles de la société féodale. Et puis, au sein de ce beffroi de Lucheux, on a encore le vieux mécanisme d'horloge qu'on appelle une horloge à poids moteur. Tu sais, qui fonctionne un peu comme un coucou avec des poids qui descendent. Et tous les 8 jours, on a toujours un employé de la commune qui vient remonter ce mécanisme, une centaine de tours de manivelle comme ça pour que ce mécanisme à poids moteur fonctionne encore, alors qu'on aurait pu y mettre quelque chose d'électrique ou d'électronique. Tu vois, il a une forme d'authenticité qui est assez fabuleuse. Et puis moi, j'y mettrais le beffroi d'Arras, simplement parce que la ville d'Arras m'accueille dans les locaux de l'hôtel de ville. Et c'est vrai que tous les jours, à travers la fenêtre, je vois le beffroi d'Arras, j'entends le beffroi d'Arras, qui a été totalement ravagé pour son rôle de tour de guet et pour l'importance qu'il avait pour la population. Donc, il a été ravagé en 1914, 69 tirs d'obus, tu te rends compte? 4 ou 5 tirs d'obus déjà avaient suffi à ruiner sa fonction de tour de guet. Mais l'ennemi, à l'époque, avait réellement la volonté de mettre à bas le moral de la ville. Et pour mettre à bas le moral de la ville, on va taper ce qu'elle a de plus cher, son beffroi. Et ils l'ont matraqué avec 69 tirs d'obus. Écoute, on l'a reconstruit presque à l'identique. Alors, à l'intérieur, il est un peu vide parce que on a utilisé du béton armé. Mais à l'extérieur, il est presque identique à celui qui existait avant 1914. Alors, on a parlé durant la première partie de cette émission donc de l'UNESCO et de l'inscription au patrimoine mondial. Là, on vient de parler des beffrois, fusionnons les deux, voilà, comme dans Dragon Ball Z. Et donc, on va parler maintenant de l'inscription de ces beffrois, justement, au patrimoine mondial. Alors, c'est pas les Français, c'est pas les beffrois français qui ont été inscrits en premier, c'est plutôt les beffrois belges. Même avant cela, les beffrois flamands. En 1998, la Flandre a décidé de déposer une candidature pour l'inscription de ces beffrois flamands sur la liste du patrimoine mondial. Il lui a été rétorqué, bien évidemment, que la Flandre n'est pas un pays et qu'il y avait vraisemblablement des beffrois en Wallonie et qu'il fallait peut-être travailler avec ses voisins wallons, même si l'entente n'est pas toujours cordiale, pour déposer une candidature commune. C'est ce qui a été fait, ce qui a donné lieu à l'inscription en 1999 de 32 beffrois de Flandre et de Wallonie. Et puis, quelques années plus tard, à Arras, j'évoquais mon élu François-Xavier Mullard, qui est également président de l'association Beffrois du patrimoine mondial, a eu le souhait, il y avait une idée en tout cas de se lancer dans une inscription patrimoine mondial. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 90, on avait des étudiants qui avaient travaillé sur le patrimoine architectural de la ville d'Arras et puis sur comment développer le tourisme. Et ils étaient arrivés à une conclusion, c'est que le grand public ne connaît pas suffisamment le formidable patrimoine architectural et historique de la ville d'Arras et que peut-être il fallait entamer soit une campagne de communication
en tout cas essayer de frapper fort pour montrer à la France entière la richesse de ce patrimoine. Et les élus ont donc eu l'idée de se lancer dans une aventure patrimoine mondial. L'idée au départ était d'inscrire sur la liste la Grand Place, la Place des Héros, l'Hôtel de Ville, le Beffroi et toutes les façades des maisons qui se trouvent autour de ces places. C'était le projet des élus arageois. Et puis très rapidement, ils se sont rendus compte que ça n'était pas forcément possible, parce que démontrer une valeur universelle exceptionnelle, c'est pas si simple que cela. Et il aurait fallu montrer effectivement que les places d'Arras avaient peut-être plus d'importance, plus de valeur que d'autres places connues ailleurs dans le monde. On pourrait citer par exemple les places de Nancy. Il aurait fallu démontrer qu'effectivement, l'importance historique, architecturale, était au moins aussi forte. Donc, dossier un petit peu compliqué, pour lequel l'issue n'était pas garantie. Et c'est à ce moment-là que les élus arageois ont changé quelque part la nature de leur projet, et ils se sont tournés vers les beffrois, puisqu'il y avait la possibilité d'étendre cette inscription de 1999. Parce que lorsque les beffrois belges ont été inscrits en 99, l'UNESCO, à travers le Centre du patrimoine mondial, a quand même rappelé que le phénomène de construction des beffrois ne se limitait pas à la Belgique, mais qu'on avait également énormément de représentants en France, en tout cas sur la partie nord de la France, mais également sur la partie sud des Pays-Bas, ce qu'on appelle la Zélande. Et donc, il y a eu cette possibilité, d'étendre cette inscription à d'autres beffrois. L'opportunité n'a pas été saisie par nos amis néerlandais, mais elle a été saisie au niveau français par l'association qui m'emploie toujours aujourd'hui et qui a mené justement les travaux en 2005 à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de 23 beffrois français qui sont venus compléter une série qui en compte aujourd'hui 56 et qui porte le nom de Beffrois de Belgique et de France. Et alors comment toi, alors c'est une asso justement qui t'emploie, et qu'est-ce que tu as fait là-dedans, comment tu as été impliqué dans ce processus? Sur la rédaction de la proposition d'inscription, c'est-à-dire on était sur ce qu'on appelle une extension de l'inscription, donc une partie du travail avait déjà été réalisée par mes homologues wallons et flamands, mais il a fallu poursuivre le travail sur la partie française, donc énormément de recherches, d'archives, recherches historiques, compilation de données, ce que j'évoquais tout à l'heure, données historiques, des documents, données iconographiques, retracer la vie de chacun de ces beffrois depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui, recenser les campagnes de travaux, les changements morphologiques qui ont eu lieu, de façon à présenter un dossier qui soit le plus complet possible. Ça a été ma tâche en 2003, 2004 et jusqu'au début de l'année 2005, avant d'attendre effectivement juillet 2005, le 15 juillet, et d'obtenir le Graal en question, c'est-à-dire cette inscription patrimoine mondial. La première étape avant même de préparer et de déposer son dossier, c'est d'être inscrit sur une autre liste, la liste indicative française. C'est quoi ? Ce que j'expliquais donc tout à l'heure, si tu veux, c'est que l'initiative d'une inscription patrimoine mondial, elle est très souvent locale. Mais, in fine, c'est toujours l'État qui va défendre une candidature. Donc, il faut quand même que il y ait une forme de coordination entre le local et le national. Et cette forme et un intérêt également. Il faut que l'État français ait envie, c'est-à-dire il faut qu'il défende une candidature, et il ne va pas y aller avec une candidature brinque-ballante. C'est une passe l'expression. Globalement, quand l'État français défend une candidature, c'est qu'il y a quand même de très très fortes chances que celle-ci soit acceptée, que le bien soit inscrit. Et donc, pour éviter ces fameux couacs, on a effectivement ce qu'on appelle une liste indicative, la liste indicative de l'État français, qui est une liste toute simple sur laquelle l'État français inscrit des biens qu'il aimerait voir rejoindre la liste du patrimoine mondial dans les années à venir. Donc aujourd'hui, si tu vas sur cette liste, tu vas y trouver les candidatures à venir de l'État français. Donc tu as peut-être entendu parler de l'Observatoire du Pic du Midi ou des forteresses royales du Languedoc. Qu'est-ce que je pourrais te citer? Les plages du débarquement. Et donc ces biens, ont déjà fait l'objet quelque part d'une préétude, d'un pré-travail qui leur a permis
une inscription sur cette liste indicative, ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que dans les années à venir, il soit présenté à la session annuelle du Comité du patrimoine mondial pour inscription. Donc ces beffrois français, ils ont été inscrits sur cette liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais pas tous. Tu nous disais qu'en France, il y avait à peu près 250 beffrois, que dans le Nord, il y avait une grosse concentration avec 110-120, je crois, de mémoire, tu m'as dit tout à l'heure. Est-ce que tous ces beffrois du Nord ont été inscrits? Non. 23 d'entre eux seulement ont été inscrits sur les listes du patrimoine mondial. Pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que on s'est limité à un territoire géographique, alors qui n'existe pas forcément, mais qui s'appelle l'extension maximale des anciens Pays-Bas. Donc globalement, un territoire qui va de la rivière Somme au sud jusqu'à la Zélande au nord, qui est limité par l'Escaut et le Luxembourg globalement. Et c'est dans ce territoire-là que le phénomène de construction des beffrois et d'indépendance communale a été le plus important. Donc on s'est déjà limité à ce territoire-là. Maintenant, dans ce territoire, comme je te l'ai dit, il y a à peu près 120 beffrois dedans. Et nous, on s'est limité à des beffrois qui font l'objet d'une protection au titre des monuments historiques. Donc, tous les beffrois qui figurent sur la liste sont soit inscrits, soit classés aux monuments historiques, parce qu'il était important également, dans le cadre de la candidature, de montrer, en tout cas de démontrer, que ces biens allaient être conservé et transmis aux générations futures, et que pour cela, on allait s'appuyer sur des textes et des réglementations qui sont très stricts et qui garantissent cette transmission future. Donc c'est un choix qui a été opéré, effectivement, et ce qui permet quand même globalement de limiter un peu le nombre de beffrois, puisque j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les beffrois ont connu une forme d'un regain d'intérêt extrêmement fort à partir des années 1880 dans le nord de la France. On a les lois Ferry qui imposent aux municipalités la construction d'un hôtel de ville, ce qui a donné lieu dans beaucoup de régions françaises, et tu as certainement déjà vu cela, ce modèle de la mairie au centre, l'école des garçons, l'école des filles, de part et d'autre. Ce modèle architectural, il est issu des lois Ferry. Et dans le nord de la France, on avait un mouvement architectural régionaliste très fort qui a souhaité remettre en avant un petit peu les grands édifices qui ont fait l'histoire de ce territoire, et on a remis en avant l'hôtel de ville avec beffroi plutôt que la mairie-école. Donc on a eu énormément de construction de beffrois entre 1880 globalement et 1925, les reconstructions d'après-guerre. Et donc bon voilà, il a fallu faire un choix, une limitation, et le critère de la protection de monuments historiques était très important pour nous. Tu nous l'as rappelé tout au long de cet entretien, mais du coup, ce classement, il implique quand même, cette inscription, t'as vu? Ça se corrige, hein. Le discours rentre. Voilà, cette inscription, elle nécessite des engagements, mais elle a aussi des conséquences, parce que c'est vrai que moi, typiquement, quand je vais me balader pendant mes vacances, dès qu'il y a le petit tampon UNESCO, on se dit ça doit valoir le coup, et donc toi qui connais bien le territoire, est-ce que en termes de communication, ça a eu un véritable impact, cette inscription de ces beffrois? Oui. L'impact de communication, il est important pour toutes les inscriptions patrimoine mondial, et il est d'ailleurs très souvent mis en avant au début de la candidature, c'est-à-dire quand elle est encore à l'échelle de projet, on cherche bien souvent l'inscription patrimoine mondial pour avoir un coup de projecteur sur un patrimoine et effectivement susciter plus de visites, plus de développement, etc. Donc le bénéfice, il est immédiat en termes de communication, mais je dirais que le bénéfice peut-être le plus important, c'est vis-à-vis de la population locale, des élus, des propriétaires et des gestionnaires qui viennent en fait se rendre compte que le patrimoine dont ils ont la charge, il a une valeur et un sens pour l'humanité tout entière. Donc c'est un autre angle de vue, voilà, une autre perception. Il a une importance capitale. Et donc, on le regarde avec des yeux différents. On va lui accorder peut-être plus de sensibilité dans les campagnes de restauration, de rénovation. On va apporter plus de soins
à ses abords immédiats, parce qu'après tout, c'est du patrimoine mondial, donc il y a forcément plus de monde qui le regarde, ou en tout cas qui va le regarder avec un regard plus exigeant également. Mais c'est vrai que ce coût de communication, il est souhaité, parfois même fantasmé, et c'est parfois lui qui suscite la vocation d'une inscription patrimoine mondial. Tout cela est issu d'un article de presse qui remonte il y a très longtemps, en 97 je crois, et c'était l'année de l'inscription de la cité de Carcassonne, qui, d'une année sur l'autre, a vu sa fréquentation touristique augmenter de 40%. Mais simplement parce que cette inscription patrimoine mondial, voilà, a mis un coup de projecteur sur la valeur du patrimoine de Carcassonne, et tout le monde s'est dit, tiens, je vais aller le visiter. Donc oui, effectivement, le coup de projecteur, il est important. Pour autant, il n'est pas suffisant pour changer le destin d'un édifice ou d'un territoire. On reste quand même, quoi qu'il arrive, sur une loi qui est régie par l'offre et la demande. Donc, on va avoir plus de demandes, et puis charge aux propriétaires et gestionnaires de développer une offre qui corresponde, qui soit plus qualitative. On aura plus d'exigences sur le contenu de la visite guidée. On aura plus d'exigences peut-être sur la mise en valeur de l'édifice, que ce soit à travers la qualité du mobilier urbain, l'aménagement de l'espace immédiat, peut-être la mise en valeur par la lumière ou par l'événementiel. Donc oui, tout cela a énormément d'importance pour la destinée en fait à venir de ces édifices. C'est un coup de pouce, un petit cadeau, voilà, qui ne fait pas tout, mais qui permet effectivement de se projeter vers un meilleur développement. Ouais, c'est globalement très très positif. Mais alors, je me pose une question parce que donc tout à l'heure on a évoqué le fait qu'il y avait 3 sites qui ont été du coup délistés du patrimoine mondial. Si tout ça est très positif, ça crée un engagement. Est-ce que cet engagement, il peut pas devenir un poids pour une collectivité à un moment donné, dans le sens où, on le sait, parfois c'est compliqué de dégager des budgets pour maintenir une rénovation au niveau ou une médiation de qualité. Ça implique vraiment des moyens. Et là, on se dit, mince, en ce moment, on n'a pas beaucoup d'argent pour la ville, pour le territoire, mais en même temps, il faut consacrer du budget à ce patrimoine, sinon on va se retrouver délisté, et on le voit, c'est un peu une honte exposée, quoi, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, est-ce que malgré cet engagement finalement très positif, il peut pas y avoir un revers de médaille quand économiquement ça va pas très bien sur le territoire? Il peut y avoir un revers de médaille quand économiquement ça ne va pas très bien sur le territoire, mais dans ces cas-là, c'est à minima de la mauvaise compréhension de ce qu'est la Convention du patrimoine mondial et le programme patrimoine mondial, ou globalement de la mauvaise foi. C'est-à-dire qu'il est très facile de rejeter la faute et la difficulté sur une inscription patrimoine mondial, alors que dans les faits, les textes et les règlements qui régissent ce patrimoine, ce sont des règlements nationaux qui, la plupart du temps, s'appliquaient déjà avant. Donc, c'est un faux procès qui est parfois fait au programme patrimoine mondial. On vient lui claquer toutes les difficultés que l'on rencontre en disant « Ah bah oui, mais si on doit dépenser de l'argent, c'est la faute de l'UNESCO. » Non, c'est pas vrai. Globalement, c'est pas vrai. C'est une vision déformée, parfois une vision politique aussi d'opposants politiques, mais c'est pas la réalité des choses. Le programme patrimoine mondial, donc il se fait, en tout cas il s'applique à travers la mise en œuvre d'un plan de gestion, et ce plan de gestion prend en compte les difficultés financières. On n'est pas là pour dire non mais peu importe que vous ayez de l'argent ou pas, il faut nous faire ça, il faut nous faire ça. Non, il n'y a jamais d'obligation. Il y a la volonté d'un engagement commun pour faire mieux, mais au rythme, effectivement, qui est le nôtre, en fonction des capacités, qu'elles soient financières ou des capacités d'ingénierie également. L'un des risques, par contre, effectivement, de l'inscription patrimoine mondial, c'est la surfréquentation touristique. Ça, oui, ça, c'est un véritable risque. Et il y a 2 jours, d'ailleurs, j'ai vu passer un village, mais alors je ne sais plus dans quel pays, et ma mémoire me fait défaut, où effectivement, les habitants de ce village ont demandé à être désinscrits ou délistés pour limiter, effectivement, les ravages de la fréquentation touristique. Ça, c'est vrai, oui.
Ouais, c'est absolument fou. Et en même temps, c'est une tendance qu'on voit un peu partout sur plein de sites de patrimoine en France, hein, où on voit qu'il y a une volonté de sensibiliser sur le surtourisme. Et d'ailleurs, d'un point de vue accessibilité, maintenant, il y a même des mécanismes qui sont mis en place pour s'inscrire sur des sites internet ou dans des files d'attente pour aller visiter certains lieux, pour éviter justement la dégradation des lieux, des sites liés au surtourisme. Que tu évoques justement la gestion des flux touristiques, c'était une composante majeure effectivement des plans de gestion pour éviter le surtourisme, des phénomènes de piétinement par exemple sur des sites naturels ou des phénomènes de dégradation liés à une trop forte fréquentation sur des sites architecturaux. Oui, effectivement, tout cela est déjà pris en compte, déjà pris en compte avec d'autres, d'autres facteurs impactants tels que le réchauffement climatique qui peut impacter tel ou tel type d'édifice, etc. Donc, c'est tout l'intérêt effectivement de ce plan de gestion, c'est d'essayer d'avoir un temps d'avance sur les risques potentiels à venir. Pour en revenir rapidement au Beffroi, on l'a dit, là, c'est pas un site qui est inscrit, c'est vraiment un ensemble de sites. Alors du coup, comment est-ce que se crée le lien entre ces différents... comment est-ce qu'il est géré ce lien entre les différents sites qui sont inscrits? Ah ben c'est par l'intermédiaire de l'association Beffroi du patrimoine mondial qui est mon employeur, et c'est d'ailleurs ma tâche quasiment quotidienne d'assurer une forme de cohésion entre ces 23 beffrois français à travers un réseau d'échanges, de partage. On partage des expériences, on mène ensemble des actions communes, puisque le véritable intérêt de cette inscription patrimoine mondial, c'est d'être traité dans sa globalité. La valeur universelle exceptionnelle que j'évoquais tout à l'heure, elle repose sur 23 exemples français. Et un seul beffroi pris de façon isolée ne retrace rien et n'a pas de valeur universelle exceptionnelle. Donc, quoi qu'il arrive, si on veut se saisir de cette inscription patrimoine mondial pour en faire de la médiation, de la communication, on est globalement obligé de la jouer collectif et de travailler avec les 22 autres beffrois. Parce que les 22 autres beffrois vont présenter soit des similitudes, ce qui va nous permettre effectivement de mettre l'accent sur tel aspect du discours de médiation, soit effectivement d'insister sur une particularité parce que les autres beffrois sont dépourvus de telle ou telle fonction. Donc c'est l'effet série effectivement qu'il est important de prendre en compte parce que c'est à travers cette série que l'on comprend l'inscription patrimoine mondial. Alors l'association, cette inscription, elle date de 2005 pour les beffrois du nord de la France. 2025, du coup, c'était les 20 ans. Il s'est passé quoi? C'était les 20 ans. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, on a au sein de l'association, on a mené un nouveau partenariat, par exemple, avec la Guilde des carillonneurs, qui est une association qui regroupe tous les maîtres carillonneurs qui se trouvent sur le territoire français. Et on a décidé de travailler ensemble à la rédaction d'un numéro hors-série que je te présente ici, voilà, qui un hors-série qui s'appelle Beffroi et Carillon, qui permet effectivement de retracer en parallèle l'histoire des beffrois, la diffusion du temps civil, et puis le développement des instruments que sont les carillons. On va poursuivre ce partenariat en 2026 en essayant de compiler une ritournelle qui reprendra les airs majeurs de toutes les ritournelles de nos beffrois. On va essayer de faire une ritournelle des beffrois inscrits sur le territoire français, essayer de la diffuser dans les années à venir. Sinon, il y a eu énormément d'expositions thématiques, de visites théâtralisées, de visites nocturnes, de mise en lumière, d'expositions, de conférences. J'ai participé à beaucoup de conférences, j'ai contribué également à la réalisation de plusieurs expositions. Donc c'est des moments un petit peu particuliers où le Beffroi de Béthune a offert la gratuité à tous les gens qui avaient 20 ans en 2005 et qui venaient visiter le Beffroi. Des petites animations comme ça qui permettent effectivement d'accueillir plus largement le public. Et puis surtout, les 20 ans, c'est également l'occasion de se plonger sur des chantiers un petit peu plus longs et de voir, effectivement, on a identifié un certain nombre de lacunes de connaissances. On essaie de voir comment on peut combler ces lacunes de connaissances historiques, peut-être avec un partenariat universitaire. On a également des communes qui se sont lancées dans une réflexion de la scénographie de leur propre beffroi, de façon à proposer pour le grand public un contenu qui fasse la part belle à l'inscription patrimoine mondial et qui mette
un petit peu plus en avant cette inscription prestigieuse. Donc, j'allais dire des actions événementielles et des actions au long cours. L'idée étant toujours de maintenir l'intérêt autour de ces beffrois et de cette inscription. Est-ce que tu aurais, pour les gens qui nous écoutent, des références, alors des bibliographiques, tu viens de nous montrer là un bouquin, mais ou même des documentaires à aller voir pour en apprendre un peu plus, que ce soit sur les beffrois ou sur ce patrimoine mondial de l'UNESCO? Alors sur le côté patrimoine mondial, je vous renvoie vers le site de l'Association des biens français du patrimoine mondial qui vient de finir sa mue, dont on a un tout nouveau contenu qui est présenté. C'est une mine d'informations. Je vous encourage à aller jeter un œil. Sur les beffrois, le site beffroi.com finit sa mue également et devrait être en ligne d'ici une dizaine de jours également, où vous allez retrouver énormément d'éléments sur le patrimoine mondial, sur l'inscription des beffrois, mais également sur l'histoire de nos beffrois. Sur les ouvrages, je vous conseille alors 2 ouvrages papier physique. Un premier qui a été rédigé par Marie Lavande Ledber, si Marie Lavande nous regarde, je la salue, s'appelle Des beffrois et des hommes. J'ai envoyé les références à Louis, on pourra les retrouver un petit peu plus tard, et qui présente les beffrois sous un aspect sociologique et ethnologique assez intéressant, qui fait la part belle au lien entre les beffrois et la population locale. C'est bien écrit, c'est original, il y a un petit peu d'humour dedans, je trouve le livre assez sympathique. Et puis, moi, je vais faire la promo d'un ouvrage que j'ai rédigé en 2015 maintenant. Alors, il arrive en fin de disponibilité, je vous le dis. Il n'y a plus que quelques exemplaires qui sont disponibles dans les librairies en ligne. Les beffrois du nord de la France aux éditions Ouest France. 48 pages, ça va à l'essentiel, voilà, et ça donne, j'allais dire, un panorama assez large sur ce patrimoine spécifique à la région des Hauts-de-France. Et alors, j'ai une question dans le public, sur le chat, qui est pas déconnante. On nous demande, mais est-ce que Bienvenue chez les Ch'tis, ça a eu un impact sur l'attrait des beffrois dans le Nord? Alors, Bienvenue chez les Ch'tis a eu un impact considérable sur les visites touristiques à Bergues et au beffroi de Bergues. Réellement, j'en discute très régulièrement avec Jacques Martel, qui est le carillonneur du beffroi de Bergues, et qui m'explique qu'encore aujourd'hui, si tu vas sur le site de l'Office de tourisme de Bergues, tu as la possibilité de faire une visite guidée Bienvenue chez les Ch'tis, où tu vas retrouver effectivement les différents lieux qui ont marqué les grandes scènes de ce film. Donc effectivement, il y a eu un intérêt important pour le beffroi de Bergues, plus que pour les autres, et pour la pratique du carillon. Ça, c'est vrai que le côté carillon, l'instrument sonore, ses cloches, voilà, ça a eu un effet bénéfique, en tout cas la diffusion de ce film. Mais plus de 20 millions d'entrées, donc bien évidemment. Ah, mais c'est trop bien. C'est super qu'il y ait des effets positifs comme ça. Alors, et je vais casser un peu le mythe sur Bienvenue chez les Ch'tis. On y voit un carillon à l'intérieur. On voit Danny Boone jouer au carillon. Alors, Danny Boone ne joue pas réellement. Il s'agit du carillonneur du beffroi de Douai, Stefano Coletti, qui à l'époque a prêté ses mains au carillon. Et le carillon que l'on voit n'est pas exactement le carillon du beffroi de Bergues. C'est un autre carillon qui a été placé dans un studio, bien évidemment. Donc, ça ressemble un peu quand vous allez au sommet du beffroi de Bergues. Le carillon est magnifique, mais ne vous attendez pas à retrouver celui de Bienvenue chez les Ch'tis. Ouais, pour conclure cet entretien, tu travailles sur quoi en ce moment? C'est quoi tes actus? Alors, écoute, en ce moment, je travaille sur une exposition avec le département de la Somme, qui sera consacrée au patrimoine mondial samarien. Donc, moi, je m'occupe effectivement de l'UNESCO, du programme patrimoine mondial et des beffrois. Et puis, j'ai tout un tas de collègues que je salue également qui vont présenter les autres biens inscrits au patrimoine mondial dans la Somme. Donc, on a des sites funéraires et mémoriels de la Grande Guerre. On a également la cathédrale d'Amiens et les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Et puis sinon, moi, j'ai des actions de fonds qui touchent à l'extension de la protection de monuments historiques. On va essayer cette année de faire passer un certain nombre de beffrois de l'inscription monument historique au classement monument historique. Et on a également entamé un vaste recensement des objets mobiliers de façon à bien identifier les différents objets mobiliers qui sont situés à l'intérieur du beffroi et qui concourent quelque part à expliquer cette inscription
inscription sur la liste du patrimoine mondial. Ça va bien évidemment parler de patrimoine campanaire, de cloches, de carillons, d'anciens mécanismes d'horloge, de claviers, etc., etc. Donc de la protection, de la conservation. Et puis j'ai bien évidemment encore beaucoup de séances de sensibilisation et de formation auprès d'enseignants, de collèges, de lycées. Pour la première fois cette année, on va essayer de faire de la médiation à destination d'un public de maternelle, ce qui me terrifie littéralement. C'est super dur. Hein. Moi, tu sais qu'il y a la prof de mon plus jeune fils qui m'a dit vous pourriez venir parler un quart d'heure de l'histoire voilà, auprès des plus jeunes. Là, c'est des CEP. C'est terrifiant parce que à vulgariser, c'est très dur. Exactement. Donc, de la sensibilisation. Et puis, 2026 est une année électorale. Hein, donc, les beffrois vont être mis quelque part un peu sur le devant de la scène. Et les années électorales, il va falloir sensibiliser également les élus nouvellement arrivés, nouvellement élus à cette notion de patrimoine mondial et à l'intérêt effectivement de conserver et de promouvoir ce patrimoine. Eh ben voilà, un beau programme en perspective. En tout cas, merci Cédric de nous avoir accordé de ton temps aujourd'hui pour parler de tout ça, de cette inscription, et non pas classement, au patrimoine mondial de l'UNESCO et des beffrois en particulier. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir, Benjamin. Merci à tous les auditeurs et auditrices. Et puis, je reste disponible. Je pense que mes coordonnées vont circuler d'une façon ou d'une autre. N'hésitez surtout pas à me contacter pour des besoins complémentaires ou supplémentaires. Avec grand plaisir. Merci encore vraiment Cédric, merci à tous d'avoir suivi cette émission, merci à Louis pour la préparation qui comme d'hab était aux petits oignons et on se retrouve très bientôt sur Nota Bene. Salut tout le monde. Merci, à bientôt.